messieurs, mesdames, nous la prenons sur base des faits qui ont marqué la semaine. Et la semaine a été marquée par une marche de chrétiens catholiques, qui a également été marquée par les faits du caucus africain, mais cela pourra être repris comme en passant. Mais nous reviendrons également sur d'autres points qui ont marqué cette semaine ici sur notre plateau avec Jean-Pierre Moutamba, ambassadeur de la République démocratique du Congo auprès du Royaume de Belgique de 2003 à 2009. C'est lui qui est notre invité. Monsieur Moutamba, vous êtes chez vous. Merci. Donc, c'est avec vous que nous essaierons de faire l'actualité autrement. Et pour la faire autrement, je voudrais vous convier à revoir le passé, ce qu'il a été, un passé récent, puisque nous sommes le 10 juin. Et ce jour-là, au Grand Hôtel Kinshasa, vous êtes au cœur d'une campagne de sensibilisation, vous lancez, et vous l'appelez encore comment la campagne? Campagne de sensibilisation sur la fête nationale ou l'indépendance de notre pays. Il devait bien y avoir une raison pour cela. Oui, nous aussi. C'est la grande raison, en fait, c'était la prise en charge ou la conscientisation du peuple congolais par rapport à son sort, par rapport à son histoire et par rapport à son destin. Et partant de la fête nationale, couplée de la fête de l'indépendance, est une opportunité et une occasion pour le Congolais de réaffirmer leur volonté d'appartenance à leur pays. Voilà pourquoi nous avons pensé à lancer une campagne suite à une observation, à un constat que l'indépendance ou la fête nationale était une affaire des autres, comme d'ailleurs beaucoup de sujets pour le Congo, c'est toujours souvent une affaire des autres. Et vous la preniez-vous de cette manière-là, au moment où certains estimaient que, je sais peut-être pas, à tort ou à raison, que la fête nationale était devenue une affaire des uns et pas de tout le monde? Justement, c'est ce qui a motivé notre action. Si il n'était pas cette constatation, on n'aurait jamais peut-être démarré. Parce que en partant déjà par les valeurs telles que l'hymne national, telles que l'indépendance, telles que le pays, et si déjà les gens ne prennent pas conscience à se dire que c'est notre pays, c'est notre hymne, c'est les valeurs, et ce constat nous a amené à dire demain nous risquons de passer à côté des choses importantes parce que les gens ne sont pas très à même de prendre en charge ou de se prendre en charge pour revendiquer ce qui est de droit. On va voir de quelle manière, puisque on peut dire que pour une autre raison, peut-être, c'est-à-dire par rapport à la situation qui prévaut dans la partie est du pays, il y a eu une autre prise de conscience qui se prend. Mais avant d'entrer dans le cœur de l'un des sujets qui ont marqué l'actualité, je voudrais qu'on se refasse, et vous et nous, et tous ceux qui avaient pris part, peut-être de loin ou de près, à cette manifestation du 10 juin dernier, une nouvelle mémoire en revisitant ce que la mémoire de Biwan peut nous réserver. Les martyrs bannit la crainte de mourir pour qu'un jour des esprits sourient. Et la grâce de Dieu ne t'a pas quitté. Congo de Dieu, réveille-toi, Congo. Ô Congo de Dieu, revêt ton courage. Le soleil se lève encore sur toi, car la sentinelle se tient sur le mur. Les vaillants se tiennent au-dessus de toi. Vous avez le sentiment que le Congo qui est chanté là est celui que vous vivez aujourd'hui? Oui. Nous pensons sincèrement, c'est peut-être triste à dire, que aujourd'hui beaucoup de gens regardent le Congo comme de très loin. Et ici, justement, puisque vous nous avez relancé dans la campagne qui a été lancée le 10 juin, la chanson, si je peux dire que coécrit avec Maman Lydia, nous a poussé
à parler au cœur des Congolais pour qu'ils comprennent que c'est pas trop tard, c'est pas fini et que aujourd'hui le Congolais doit réellement se prendre en charge, se lever et refuser toute forme de négligence face à leur pays. Oui, mais est-il cependant que, en cette période-là, la situation dans la partie est du Congo n'est pas au cœur du drame où il se trouve aujourd'hui? Et écoutez, le Congo a connu beaucoup de moments et nous voyons toujours, à chaque fois que le Congo a des situations difficiles, comment le Congo réagisse. Aujourd'hui, vous parlez de l'Est. Le Congo est agressé, mais nous voyons que les gens partent chacun dans sa direction. Et là, nous disions, on parlait de la fête nationale, de l'indépendance, la souveraineté internationale. On dit, mais comment l'on peut être congolais si on n'a pas des valeurs comme cela? Comment on peut être nationaliste si on n'a pas d'attache? Et c'est pour ça qu'on se dit, lançons une campagne pour amener le Congolais à avoir quelque chose qui les met ensemble. Et ce qui met le Congolais ensemble, c'est leur pays. Alors, si aujourd'hui, il y a des problèmes dans n'importe quelle partie du pays, et que, parce que malheureusement c'est récurrent vers l'Est, on a l'impression que l'Est appartient à cela et que le jour où il y aura des problèmes à l'Équateur ou au Katanga ou je ne sais où, et que le Congolais regarde et disent c'est à 2000 km de là où je suis, donc, et le jour où ça arrivera devant la porte, on ne saura pas comment se défendre. Donc, et c'est peut-être pour cela que déjà les chrétiens catholiques, sur l'initiative de l'Église catholique, ils sont allés dans la rue pour essayer de faire prendre un peu plus conscience aux Congolais, à la communauté internationale, de la situation qui prévaut dans la partie est du pays. Oui, écoutez, d'abord, je voudrais personnellement montrer que ce dont nous voulons parler maintenant, de l'union sacrée, de la communauté qui se met ensemble, est en train de marcher. Ce que l'Église catholique a fait avec les fidèles, ce n'est qu'une réponse à ce que le gouvernement avait appelé la mobilisation générale. C'est le premier à lancer le cri de mobilisation générale, c'est bien le gouvernement congolais. Et, à ce moment-là, nous disons que l'Église a répondu à l'appel du gouvernement congolais. Bon, ça peut être une façon de présenter les choses et de voir les choses, parce que, par exemple, à travers la presse, c'est pas toujours le cas quand, par exemple, certains estiment que pendant que les catholiques se mettent dans la rue, le gouvernement, la classe politique, ils sont en train de dormir. Oui, ça peut pas être votre avis, sûrement. Non, mais justement, les caricatures ont le mérite de titiller. Moi, je ne veux pas dire que parce qu'un caricaturiste l'a fait, ça veut dire que c'est parole d'évangile. Moi, je constate sur le fait. Le gouvernement a lancé un appel à la mobilisation générale. Chacun dans son domaine, chacun à sa manière. À notre manière, avec vous aujourd'hui, nous sommes en train de faire cette interpellation. Les catholiques ont fait ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire, ils ont appelé leurs fidèles pour dire non. Et comment ils vont dire non? Ils demandent à leurs fidèles de marcher le matin après le culte, après l'église, qu'ils fassent une marche pour protester contre cela. Voilà. Comme on dit, monsieur l'ambassadeur, que une image peut valoir plus de 10 000 mots, on va essayer de savoir, d'interpréter ce que vous dites, comment les catholiques ont dit non. À leur manière, bien entendu. Nous ne voulons pas la division de notre pays. Nous ne sommes pas pour la balkanisation, nous disons non à la balkanisation de notre pays. À l'est du pays, il y a des morts, il y a aussi des vivants. Si les morts sont enterrés sans cimetière, il y a des vivants qui errent encore dans la forêt, dans la brousse, qui chaque jour ils se confondent maintenant avec des animaux. Il y aura une descente aussi des évêques au Conseil de sécurité des Nations Unies pour faire entendre des vives voix les préoccupations de tout un peuple qui se retrouve autour des évêques de la 5e. Jean-Pierre Moutamba, monsieur l'ambassadeur, quand vous entendez dire balkanisation, agression, vous vous mettez de quel côté? En très peu de mots, juste pour nous permettre de non, attendez, je me mets d'avancer, si vous voulez. Je me mets nulle part, ni d'un côté ou de l'autre. Mais je voudrais que les choses soient placées à chaque fois dans leur contexte. Vous le mettez dans quel contexte? Un contexte de guerre ou un contexte de... Il faut faire très attention parce que je me souviens qu'il y a d'ailleurs des structures à Kinshasa, au Congo, qui font déjà une campagne contre la balkanisation. Et ça commence il y a plus de 6 ans, plus de peut-être 7 ans.
Qu'est-ce que vous voulez dire que vous n'y croyez pas? Non, je voudrais tout simplement dire, dans les cas actuels, il est important que il n'y ait pas de confusion. C'est-à-dire, le Congolais doit savoir qu'il y a un problème d'agression, il y a un problème d'appui à des groupes armés qui sont en train de faire des choses chez nous que nous ne pouvons pas accepter. Est-ce que l'agression veut dire que un corps extérieur, si vous voulez pas parler d'un pays, est en train d'être à la base d'une impulsion qui déstabilise la partie est du pays? Mais absolument, nous connaissons les problèmes de l'est du pays. Je ne pense pas qu'aujourd'hui on va encore se gêner à citer le Rwanda qui est derrière le M23, qui sont en train de faire ce qu'ils sont en train de faire. Ils peuvent aujourd'hui lancer un message comment on appelle ça, survie, parce que leur problème c'est la sécurité, c'est tout ce que nous connaissons comme agression dans leur pays. Eux, ils font la sécurité pour chez eux, ils ne devraient pas menacer la sécurité chez nous. Donc aujourd'hui, nous parlons de l'agression qui se passe à l'Est. Lorsque nous parlons de la balkanisation, c'est autre chose. Ce n'est pas exclu que la balkanisation existe, mais la chose qui nous concerne aujourd'hui et qui est imminente, parce que c'est là chez nous immédiatement, c'est l'agression. Mais vous entendez comment est-ce qu'on dit, l'Église catholique, la Senko, reprendre le discours et disent non à la balkanisation, non à la balkanisation. C'est tout à fait normal. La balkanisation, je viens de vous dire que... C'est peut-être un projet, vous voulez dire? Non. Il faut suivre l'esprit, ce qu'on appelle le Citizenleben. Mettre chaque chose dans son contexte. Actuellement, voilà ce qui se passe. Il y a un plan, d'après ce que j'ai compris et d'après ceux qui luttent contre la balkanisation, parce qu'il y a des gens qui en ont fait même une association, eux, ils parlent du plan machiavélique lancé depuis même 60. Après l'indépendance, ils se sont rendus compte que le Congo a eu une grosse part du gâteau, il faut la diviser. Il faut donner une partie et ça, c'est la balkanisation et le plan a démarré depuis un certain moment. Mais immédiatement, là, ici, nous parlons de l'agression que nous subissons à l'Est, incessamment, tout le temps, et nous disons non. Et aujourd'hui, si maintenant l'Église mélange et la balkanisation et l'agression, il risque, d'après mon point de vue, d'être difficile à ce que les gens comprennent que c'est le problème actuel qui se passe à l'Est, plutôt que le plan qui a déjà été mis en place pour diviser le Congo et mettre des petits morceaux à gauche et à droite. Voilà, vous disiez tout à l'heure quoi? Il faut comprendre l'esprit. Et puis vous avez sorti une expression que je n'ai pas... Mettre chaque chose dans son contexte. Donc il faut mettre chaque chose dans son contexte. Oui, dans l'expression le contexte que vous avez actuel... Donné, vous avez dit encore... Dans l'expression que vous avez donnée, vous avez dit encore comment? Le Citizenleben. Bon, ça c'est peut-être... Moi je n'y crois pas grand-chose. Propos de diplomate, peut-être pour atténuer et tout. Mais au-delà de ce qui peut être constat ou jérémiade, qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qui est en train de se faire? Mais vous venez déjà de parler de catholiques. Oui, mais au-delà de ça, j'évolue. Comme on peut le dire en termes tout à fait autorisés, j'ai pris la liberté de mes paroles. C'est-à-dire, aujourd'hui, je m'exprime en tant que Jean-Pierre Moutamba, quelqu'un qui a la passion de ce pays. J'ai eu un passé d'ambassadeur qui me permet d'avoir certaines analyses et reculs des choses qui peut aujourd'hui m'amener à vous dire que là, il faut faire attention, il faut évoluer, donc je peux être pris comme un conseiller. Donc je vous parle des actes qui sont en train de se faire depuis qu'il y a eu cette agression, cette deuxième ou énième agression au niveau de l'Est. Alors, si l'on doit faire le tour, on s'est rendu compte finalement que le gouvernement a fourni un effort extraordinaire sur le plan diplomatique pour arriver à faire entendre notre voix, la voix de la République démocratique du Congo à travers les nations par rapport à l'agression qui sévit à l'Est. Et ce que vous devez comprendre, c'est que dans une situation pareille, lorsque vous êtes agressé militairement ou avec les armes, il y a toujours des choses lorsque l'on connaît l'agresseur. Lorsqu'on connaît le soutien de l'agresseur, il y a 3 démarches ou plusieurs démarches, mais généralement on s'arrête à 3 qui s'imposent. C'est négocier ou parler avec l'adversaire, ou du moins le financier de l'adversaire, c'est faire la guerre,
et c'est la diplomatie, et il y a aussi le point politique. Et le point politique, c'est des actes tels que même ce que les catholiques viennent de faire, ça peut être placé dans le point politique, c'est-à-dire la pression que l'étranger voit qu'ils ne sont pas le Congo à des gens qui ne voudraient pas le voir disparaître. Mais pour un État normal, et avec un chef d'État comme le nôtre, le privilège est fait d'abord à tout ce qui peut faire que l'on ne puisse pas avoir des pertes en vies humaines. C'est quoi, par exemple, tout ce qui est fait pour qu'on ne puisse pas... Là, par avoir... exemple, je dis, le chef de l'État a privilégié le dialogue, parce qu'il a parlé avec le président rwandais au dernier sommet de l'Union africaine. Il a, aujourd'hui, sur le plan diplomatique, on fait un tour pour y aller, et donc on n'épargne rien de ce qui peut, sans effusion de sang, régler le problème. J'avais cru peut-être pouvoir vous entendre dire qu'il a aussi, par exemple, envisagé de faire ceci ou cela sur le plan interne, mais là, je ne Mais justement, la mobilisation générale que le gouvernement a demandée sur le plan interne fait partie aussi de cette même lutte. Donc aujourd'hui, le gouvernement donne l'information à la population. Il y a même un numéro de téléphone qui est donné au front d'un officier de liaison congolais à qui les journalistes, les gens peuvent téléphoner pour avoir la situation sur place et savoir comment aider et soutenir sur le plan de la mobilisation. On pourra revoir et même revenir là-dessus et causer ce dont nous parlons déjà. Après que nous ayons revu ce qui nous était présenté lors de notre 3e édition, ce que disait encore en ce moment-là le professeur Daiwel Nziem Isidore que nous avons reçu sur ce plateau de Biwan. Nous avons connu un deuil. Et le deuil, c'est les élections qui se sont plutôt mal passées au niveau de l'organisation. Ça a été dénoncé par tout le monde, y compris par le chef de l'État, qui a dit, voilà, il y a des ratés. Et nous savons très bien que cet élément-là n'est pas prémédité. Le président Kabila ne s'est pas dit « Ah, j'ai eu un premier quinquennat, j'étais trop tranquille. Maintenant, faisons tout pour que les élections se passent mal afin que j'ai quelques problèmes pour le second quinquennat. » Non, ça n'a pas été prémédité. Nous sommes dans une situation où les choses se sont mal passées. Maintenant, est-ce que nous allons continuer avec ces deuils? Ne faut-il pas clôturer quelque part le deuil? Comment? Organiser le 40e jour des élections de 2011, c'est-à-dire décider de tirer un trait sur cela. La seule chose qu'on peut faire, la seule manière de corriger le passé, c'est de prendre les bonnes résolutions pour l'avenir. C'est tout ce qu'on peut faire. Suivez la marche du monde. Prenez avec nous l'information. L'événement Biwan, entre guillemets, tous les dimanches à partir de 20h30. Déjà, vous entendiez, le professeur Daiwel, il faisait remarquer qu'il faut lever le deuil de la situation qui a prévalu après les élections. On pourra peut-être y revenir, mais je voudrais d'abord, pour que les gens aient une perception un peu plus, comment est-ce qu'on dit, convenable de la personne qui parle, rappeler quand même que vous avez été ambassadeur en poste à Belgique, c'est 2003-2009. Et déjà, cette période est marquée par certains soubresauts entre la Belgique et la République démocratique du Congo. À cette époque déjà, le ministre belge des Affaires étrangères, Karel de Gucht, fait par exemple remarquer que quand il vient au Congo et qu'il traverse la frontière, il est du côté du Rwanda, il réalise que d'un côté, il y a quand même un problème de gestion de l'État, alors que de l'autre, il sent qu'il y a un État. Est-ce que c'était déjà un constat qui pouvait éveiller les gens pour dire que veillons sur nos frontières, veillons sur notre sécurité, essayons de nous prémunir par rapport à ce qui peut arriver? Monsieur l'ambassadeur.
Enfin, c'est une façon de voir. Si vous donnez une idée, c'est que c'est votre opinion. Ça peut être l'opinion de plusieurs personnes. Mais ce qu'il faut observer, d'abord, même sur le plan diplomatique, puisque vous parlez à un ambassadeur, c'est discourtois. Vous ne pouvez pas vous quitter notre pays, vous allez parler de notre pays dans l'autre pays avec des propos tels que cela. Donc c'est des choses qu'on ne peut pas accepter. Et ensuite, il y a toujours quelque chose, lui, particulièrement le ministre Karel de Gucht, vous savez qu'on a passé des moments assez intéressants à la gestion de Karel de Gucht aux affaires étrangères belges, dont je ne voudrais pas nécessairement réveiller tout ce qu'il y a eu, étant donné que les relations ont été sincèrement améliorées depuis son départ. Mais pour lui, à partir du moment où la Belgique donnait 1 euro dans les aides ONG et compagnie au Congo, il se voyait le droit de donner un point de vue sur tout. Il a en fait tout simplement confondu d'époque. Le Congo vient d'où? Aujourd'hui, on peut être des pays frontaliers comme le Rwanda et le Congo, mais on ne peut pas comparer le Rwanda et le Congo. Ni en taille, ni en histoire. C'est impossible. Nous avons c'est vrai que ça fait 50 ans qu'on est indépendant, mais le Congo a vécu quelle situation? L'actuel chef de l'État et le régime actuel est comptable de quoi? Et il a trouvé quoi? Il a hérité de quoi? Et on ne peut pas ne pas voir d'où on vient pour parler du Congo et de son avenir. Et or, lui a fait cette erreur. C'est-à-dire, nous nous trouvons, Karel de Gucht est passé ici aux environs de 2004. Il arrive, nous venons d'une guerre, d'agression, nous venons de Sun City où on a essayé de se mettre ensemble, nous nous retrouvons avec 1+4 et c'est à cette période que lui choisit d'aller dire une chose pareille dans un pays qui était cité comme agresseur. Très bien, Monsieur l'ambassadeur. On va peut-être pas refaire toute l'histoire, mais pour reposer, par exemple, cette question, puisqu'apparemment, là, c'est bon, on a hérité de telle situation, le Congo a été géré de telle manière pendant 40 ans, 50 ans, mais on a pris le Congo tel qu'il est pour y apporter des solutions. Parce que par rapport à la situation de notre armée, celle qui est au front, bon, on peut peut-être encourager la bravoure des forces armées congolaises, mais quand on a remarqué que elle bat assez souvent et le plus souvent en retraite par rapport à des ordres locaux, est-ce que vous, à certains moments, vous dites que nous sommes dans une sorte de cercle vicieux, on n'arrive pas à en sortir parce qu'on n'a pas les moyens de donner à cette armée et qu'il faut faire les choses autrement? Nous nous trouvons à Sun City. Sun City, il fallait, on a créé d'ailleurs brassage, mixage, et on a mis... Tout ce qui était envisagé pour refaire une armée nationale. Une armée de compromis. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a, par exemple, à l'Est, il y avait le RCD qui est entré dedans, avec ses généraux représentés à Kinshasa, à l'Équateur, etc. Et, particulièrement à l'Est, on a laissé, dans la plupart des cas, ceux qui étaient à l'Est. Donc, l'armée qui est en fait à l'Est est majoritairement RCD. Aujourd'hui, ces gens qui sont à côté du Rwanda, qui hier étaient avec le Rwanda, écoutez, c'est aussi simple et aussi facile que quand il y a un problème comme ça, qu'ils ne puissent pas réagir comme vous pensez qu'ils devraient réagir. Non, je ne sais pas comment vous pensez. Parce que, évidemment, nous nous trouvons effectivement dans une situation où maintenant, nous devons avoir une vraie armée qui n'est pas issue de qui que ce soit. C'est-à-dire une armée formée selon les critères d'une armée. Et c'est à ça que s'attelle le chef de l'État, c'est à ça que s'attelle
la réforme de l'armée, qu'on a dû voir la réforme de l'armée, de la sécurité, Ok, etc. très bien, C'est tout simplement pour éviter... Non, ben, je pense que de la responsabilité du je chef pense de l'État, qu'il est et ça, important. c'est ce qu'il a à faire. Il est, comme on dit, et comme le dit la Constitution, le garant de la sécurité et de l'intégrité. Il doit veiller sur l'intégrité du territoire. Mais dites-moi un peu, puisque vous parlez de Sun City, est-ce que tout ce qui a été construit là-bas a été cassé, ce consensus intérieur qui était nécessaire et qu'on pense devoir encore être nécessaire aujourd'hui? Le problème qu'il y a eu à l'époque qui nous a amenés à Sun City, c'était une guerre. Et aujourd'hui, pour régler le problème du Congo, il faut régler le problème de l'armée. Et pour régler le problème de l'armée, on ne peut pas, si on ne comprend pas, le faire selon les armées de groupes armés. Ça doit être là une armée républicaine, l'armée de la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi, progressivement, cela doit être mis en place et que l'on ait une conscience que l'armée, c'est comme ça. Ce n'est pas parce qu'on est de tel groupuscule, mais c'est tout simplement parce qu'il y a des gens qui doivent être formés, qui doivent être équipés et pour arriver à faire quelque chose dans ce sens-là. Aujourd'hui, nous nous retrouvons d'ailleurs sous une forme d'embargo. On ne sait pas acheter les armes normalement, on ne sait pas faire nous équiper correctement parce que l'Union européenne trouve que nos armes se retrouvent un peu partout. Donc aujourd'hui, nous sommes, sans le dire, en embargo. Donc le gouvernement à qui on demande de défendre le pays ne peut pas acheter les armes comme il faut, a une armée avec encore de groupuscules issus de groupes armés, et on lui demande tout ça. Alors, vu tous ces aspects, le chef de l'État, le gouvernement congolais, etc., ils ont entrepris des réformes pour arriver à quelque chose. Alors, première réponse que je voudrais donner par rapport à l'Est, c'est que le chef de l'État, en tant que garant de la nation, il n'a pas failli à sa mission, il continue à trouver les voies et moyens pour que, parallèlement à la refondation de l'armée, que la paix, l'État soit réhabilité dans tous ses prérogatives. Ça, c'est déjà très bien. Déjà, vous faisiez remarquer à un moment qu'il donne une nouvelle impulsion à la démocratie. Il parle avec son homologue du Rwanda. Il devra encore aller parler avec ses homologues de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs bientôt à Kampala. Vous croyez, vous, vraiment, qu'il en sortira quelque chose? Moi, je pense qu'aujourd'hui, déjà, il en est sorti quelque chose. Quoi, par exemple? Si, à la réunion qu'il y a eu dernièrement, c'est vrai que les gens attendaient une condamnation claire, disant, voilà, le Rwanda est l'agresseur, etc. Mais il a été condamné aussi clairement qu'il soutient le M23, même s'il essaie de se défendre. Un. Deux, donc aujourd'hui, le bourreau ou la victime qui était tout le temps victime est aujourd'hui déclaré bourreau. Alors, la communauté internationale ne dit pas clairement à Kagame sort ou arrête, etc., mais lui disent d'arrêter de supporter ces gens, et certains par des signes tels que suspendre de l'aide, etc., parce que finalement, ils se rendent compte que l'argent qu'ils donnent, c'est ça qu'ils donnent la capacité à ces messieurs d'alimenter des gens qui vont venir déstabiliser un autre pays. Et je pense que là, on a beaucoup avancé. Aujourd'hui, il est question de voir la faisabilité de cette armée internationale qui devrait être mise en place. Et la réunion de Kampala est aussi importante parce que à partir du moment où nous pouvons épargner les vies humaines par une négociation ou par un dialogue ou par une diplomatie agissante telle que les rencontres, je pense que ce n'est pas le chef de l'État que je connais qui cracherait dessus. Donc aujourd'hui, c'est un choix. Plutôt que de voir des guerres, parce qu'on peut dire on a gagné, oui, on a gagné militairement, mais il y a des gens qui seront morts. Il y a des gens qui vont mourir, il y aura des pertes de vies humaines. Donc il est important que toutes les pistes soient exploitées, et moi je crois que la réunion de Kampala pourrait aboutir à quelque chose. Et comment faire pour que
ce qui pourra sortir de Kampala, qu'on en fasse une belle intelligence pour peut-être ajouter sur le plateau de la communauté internationale ou de ceux qui gouvernent le monde pour aider à la question congolaise. La démarche n'est pas, j'allais dire, n'est pas très difficile, dans la mesure où l'ONU, c'est un gouvernement mondial, où tout le monde se retrouve, et au sein de cette organisation, on parle de paix, on parle de sécurité, on parle de réconciliation, etc. Alors, si aujourd'hui, d'ailleurs en septembre, il y a le Conseil de sécurité qui va se tenir à New York, aujourd'hui, on se retrouve dans une évolution aussi qu'on n'a jamais eue, il revient maintenant aux Congolais. Il revient, comme celle que nous venons de voir avec l'Église catholique, il revient aux Congolais de comprendre qu'il s'agit de son affaire. Donc on ne doit pas toujours rester dans son salon à regarder la télé, le journal, qu'est-ce que le gouvernement a dit, suivre les chaînes périphériques comme locales, qu'est-ce qui se passe à l'Est. Non, il faut justement cette mobilisation. C'est pour ça que nous disons, là, l'Église a donné le ton. À un certain moment, vous le savez, on prenait d'ailleurs l'Église catholique comme une opposition, parce qu'on trouvait qu'il avait plus de propos et de tendances de l'opposition que... C'est quoi les propos et les tendances de l'opposition? Oui, ben voilà. Donc on se rend compte aujourd'hui que si l'Église catholique se lève pour défendre l'intérêt du pays, écoutez, je pense que les autres peuvent emboîter le pas pour dire non, pour une fois, le Congolais parle d'une voix. Très bien, on ne veut pas de l'agression à l'Est, on ne veut pas en prolongation de la balkanisation. Très bien, M. Moutamba, quand vous dites par exemple que, bon, on peut réaliser qu'avec ce que font les catholiques, ça permet déjà une certaine conscientisation. Par rapport à tout ça, est-ce qu'il y a quelque chose, on comprend déjà tout ce que, comme vous venez de le dire, tout ce qui se fait sur le plan de la diplomatie, Kampala, Addis Abeba, échange avec Kagame, le Conseil de sécurité va parler de la question congolaise, toutes ces condamnations, M23, stop, n'avancez plus, mais ici, à l'intérieur, est-ce qu'il peut y avoir, est-ce que le chef de l'État peut envisager une possibilité de recueillir une cohésion interne autour de l'idée de sauvegarder ce qui doit être gardé pour le Congo. Je pense que j'ai saisi à peu près ce que vous êtes en train de dire. Le chef de l'État, je ne suis pas membre du gouvernement, mais ce que j'observe avec le temps que j'ai pu travailler avec lui, je pense que c'est quelqu'un de très méthodique. Et c'est quelqu'un qui observe très bien les choses comme ils évoluent. Aujourd'hui, avec le gouvernement, ils ont lancé la mobilisation générale. Le gouvernement, ils sont réunis, ils ont appelé les gens. D'ailleurs, le ministre des Médias que vous avez reçu, le ministre Mende en a parlé, il a fait des points de presse là-dessus. Aujourd'hui, le chef de l'État, en tout cas, a donné cette impulsion. Et je pense que s'il ne va pas parler par exemple avec les catholiques. Non, je pense que le chef de l'État prendra cela, parler avec tout le monde, parce que c'est tout le monde, ça veut dire que les catholiques, l'opposition, les chefs coutumiers, le corps constitué, vraiment tout le monde est mis à contribution pour arriver justement à conscientiser les gens que c'est une affaire de l'État. Très bien. Opposition, ça veut dire celle qui est institutionnelle ou bien c'est toutes les oppositions et ça pourra même conduire jusqu'à ce qui apparaît comme une sorte d'opposition armée. Je pense que si on... Qu'est-ce que vous auriez pu continuer, si vous parlez de la liberté, aujourd'hui, nous sommes dans une affaire, une crise qui touche même au centre même du cœur du Congo. Alors, à ce moment-là, lorsque on appelle le Congolais, on appelle l'opposition, on ne va pas commencer à choisir. Si l'opposition qui est en dehors des institutions, qui n'est pas au Parlement, s'associe à l'opposition qui est au sein du Parlement, s'associe aux catholiques
s'associe à la société civile de l'Est qui n'arrête pas de travailler là-dessus, s'associe à toute forme d'association qui puisse faire front commun, union sacrée, une harmonie et parler d'une voix. Je pense que ce n'est qu'une bonne chose. Et aujourd'hui, le chef n'a pas écarté le fait qu'il a appelé et il appelle tout le monde, les catholiques, l'opposition et tout le monde, de faire front à ce qui est en train de venir. Parce que vous savez que des fois, quand vous dites le chef de l'État appelle tout le monde dans l'opinion, à la cité, dans les maisons, en République démocratique du Congo, on dit, considérons peut-être que c'est une sorte de main tendue. Est-ce que ça veut dire qu'il dit aussi, M. Tshisekedi, venez, on va parler? Est-ce qu'il peut le faire? Je pense qu'il a déjà fait. Ça serait très beau, non? Il a déjà fait. Et il a toujours dit, sa porte est ouverte. Maintenant, c'est à poser aussi la question à l'autre côté, si lui, il est prêt à le faire. Ou à venir, ou à être reçu, ou à recevoir. Donc, voilà les démarches. Je pense plutôt que... Vital Kamerhe, asseyez-vous, parlons, regardons en face le danger devant la porte. Moi, je pense que ça serait faire un mauvais procès pour l'opposition, ce que vous êtes en train de faire. Même très dangereux. Dans la mesure où vous voulez dire aujourd'hui que Tshisekedi, Vital Kamerhe et les autres ne sont pas des Congolais qui ont l'amour de leur pays ou la passion de leur pays. Non, aujourd'hui, il y a une possibilité d'union sacrée. C'est-à-dire que attendons l'avenir, d'ici peut-être 2 ou 3 jours. Je sais qu'il y a de projets qui est mis en place pour mettre ensemble tout le monde et parler avec tout le monde. Les gens vont être consultés, certains consultent, d'autres s'offrent même leurs bons offices, etc. Et ça, nous verrons d'ici là ce que ça va donner. Et si moi j'étais sincèrement conseiller, je conseillerais au chef de l'État de recevoir tout le monde et de donner des directives aussi claires qu'il a données au gouvernement pour appeler à une union nationale, si on veut dire ainsi. Et ça serait aussi intéressant que le chef puisse initier une rencontre avec tous ces gens-là. Et je sais que c'est quelque chose qui est dans ses cordes. Je voudrais peut-être ici... faire remarquer que quand on parle d'union sacrée, c'est pas une expression typiquement congolaise. On en parle déjà. Nous sommes dans les années 14, et quand il y a la guerre entre l'Allemagne et la France, 14-18, que l'idée est lancée. On parle d'union sacrée, et à cette époque-là, c'est la première guerre, et tout le monde se met ensemble, religieux, politiques, et différentes catégories. Qui en France se mettent ensemble parce qu'il fallait faire front face à l'Allemagne. Oui. Et aujourd'hui, il est question de faire front à cette sorte d'agression qui ne se définit toujours peut-être pas très bien, mais pour laquelle les Congolais disent non à l'agression, non à la guerre. Monsieur l'ambassadeur, je voudrais à ce niveau voir encore avec vous ce qu'avait été la soirée du 10 que vous avez parrainé, organisé, et ça pourra toujours nous permettre de savoir et de faire savoir aux Congolais comment il faille prendre les choses pour relancer le Congo autrement. Prenons déjà, Monsieur l'ambassadeur, que l'Église catholique envisage d'aller jusqu'au Conseil de sécurité. Ils envisagent également d'aller dans les différentes provinces de la République pour conscientiser les gens. Mais si vous étiez demandé, par exemple, qu'ils aillent au Conseil de sécurité pour dire quoi? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez suggérer? Oui. Quoi, par exemple? Aujourd'hui, c'est aussi ça le problème que nous avons.
On dit voilà, on va faire une activité, on va faire une action. Si déjà les États-Unis ont pris l'avance ou la mesure de reprendre, les gens parlent de 200 000 dollars d'aide à l'armée pour construire une école ou un centre de militaires, etc. Et si on dit que la Hollande ou je ne sais pas quel autre pays encore a enlevé, a suspendu, c'est en fait des signes pour faire un mal, si on veut dire ainsi. Mais nous parlons de Conseil de sécurité. Je parlais de l'ONU qui est le gouvernement mondial. Le Conseil de sécurité, c'est un organe qui passe son temps à décider de sanctions, des envois. Si on veut envoyer comme ici, chez nous, on a envoyé les hommes pour venir assister le Congo pendant les élections, quand il y a des problèmes d'agression. Et on a vu qu'ils ont fait ça au Tchad. C'est au niveau des conseils de sécurité qu'ils décident. Donc ce conseil de sécurité est là pour envoyer des signaux de paix. Essayer, c'est comme ce qui se passe en Syrie aujourd'hui, on envoie l'ONU pour mettre la paix, calmer les gens, voilà, etc. Mais comment vous pouvez vous dire aujourd'hui que le Rwanda est postulant à la présidence tournante du Conseil de sécurité et qu'on va le laisser présider pendant qu'il est lui-même déclaré agresseur, si on veut dire ainsi. Oui, c'est-à-dire par rapport à ce constat. Donc c'est que moi je demande que l'Église catholique et tous ceux qui peuvent demander au Conseil de sécurité ou à l'ONU, c'est de ne pas accepter la candidature du Rwanda. Là, ça sera un signal qui peut nous prouver réellement qu'on ne peut pas accepter qu'un État qui agresse ou qui alimente un autre État, une rébellion qui agresse, qu'on le laisse entrer là où on parle de la paix. Il faut qu'on nous prouve qu'il ne peut pas le faire et qu'il va retirer ses hommes et les ordres qu'il donne à ses hommes chez nous. À partir de ce moment-là, c'est une action. Mais dire tout simplement qu'on va dire, ça va donner quoi comme résultat? Donc ça, c'est peut-être ce que vous suggérez à ceux qui envisagent d'aller aussi au Conseil de sécurité. Mais qu'est-ce que le gouvernement fait pour que ça aille dans le sens de ce que vous suggérez? Comme je disais tout à l'heure, n'étant pas membre du gouvernement, comment voulez-vous que je vous dise ce que le gouvernement fait pour aller dans ce sens? Ce que je puis dire, c'est ce que je constate par les analyses, par ce que j'entends. Quand les gouvernements ils font faire un conseil de ministres et il y a un compte-rendu, j'analyse, je sais lire entre les lignes et à travers les lignes, mais je ne peux pas anticiper ni donner un message au nom du gouvernement que je ne représente pas à ce moment. Monsieur Moutamba, vous-même, aujourd'hui, vous-même, bon, vous avez été ambassadeur à Bruxelles. Ambassadeur, ça vous reste collé. Mais vous êtes quand même ambassadeur, c'est particulier, puisque vous ne faites pas partie du corps des diplomates. Attention. Non, c'est l'envoi qui est exceptionnel. C'est-à-dire que lorsqu'on envoie un ambassadeur, il y a ce qu'on appelle les ambassadeurs politiques et les ambassadeurs de carrière. Les ambassadeurs politiques, parlons-en, puisque de carrière, vous ne l'êtes pas. Actuellement, par exemple, tout le monde dans les grands pays sont ambassadeurs politiques. Donc c'est le chef de l'État, le conseil de ministres, le gouvernement, quand ils analysent la situation, ils se rendent compte que dans la situation actuelle, il est important que l'on puisse avoir telle catégorie d'individus à tel endroit ou à tel poste. Et qu'est-ce qui pourrait militer en votre faveur à cette période-là, 2003 pour que ce soit vous qui aillez à Bruxelles? Ça, je pense que le chef, lui, il sait. Je crois que j'ai eu à travailler déjà un peu à cette époque-là à la présidence. Donc, c'est les qualités, peut-être, que j'avais, qui a amené. Donc, c'est ce qu'on appelle la grande discrétion. Mais quand même, pour aller dans un pays comme la Belgique, c'est quand même pas n'importe quel pays, dans la mesure où on disait que le monde regarde le Congo à travers l'ornière de la Belgique. Pour y aller, c'était quand même pas n'importe qui. Oui. Est-ce que vous étiez un peu de ceux qu'on appelle les hommes du président?
Je ne sais pas si on m'a appelé l'homme du président. Moi, tout ce que je sais, c'est que je devais faire un travail. Et le travail que j'avais à faire à l'époque, c'était d'abord réhabiliter la relation qui était vraiment mise en mal. Comme je viens de vous dire, on a eu un sérieux problème entre 97 et 2000, où on a presque pas eu de relation avec la Belgique. Qui vous avez précédé, vous, en Belgique? Kisonga Mazakara. Avant Kisonga, c'est... Il n'y avait pas d'ambassadeur. Avant Kisonga, il y avait des chargés d'affaires. Et avant, c'était Kasavubu. Donc après Kasavubu, c'était Kanengele. Après Kanengele, c'était un intérimaire. Comment on appelle ça, les chargés d'affaires? Yav Kapung. Après, c'était Kisonga. Après, et vous, la mission etc. qui vous est assignée, c'est, vous disiez, pour essayer de renouer ce qui paraissait atténué ou cassé. Vous voyez, j'arrive en 2003, en février 2003 en Belgique. Nous venions de quitter Sun City. Le chef de l'État arrivait en 2001. Il y a eu tous ces périples-là. Il était presque inconnu par les Belges. Pas par le gouvernement, je dis par les Belges. Parce qu'en fait, ce que vous cherchez à faire aujourd'hui, ou ce que nous cherchons à faire aujourd'hui, nous Congolais, c'est ce que les Belges ont déjà aujourd'hui. C'est-à-dire la population a un tel pouvoir que c'est la population qui pousse presque le politicien à prendre telle ou telle autre tendance. C'est-à-dire une opinion publique existe. Qui existe et qui active et qui a vraiment le pouvoir de faire passer ses idées. Et lorsque l'opinion publique dit, monsieur, vous allez au Congo, dites ça. Même quand vous n'êtes pas d'accord, si vous ne le dites pas, vous avez des sérieux problèmes. Et c'est pour ça que des fois, vous voyez certains ministres belges arriver ici, ils parlent et ils vous disent, non, c'est à consommation de mon pays. Mais ce que je dis, c'est pas ce que je pense. Alors, vous comprenez, c'est parce qu'ils ont réellement cette opinion-là. Alors, mais les Belges ne connaissaient pas le président, les Belges ne connaissaient pas Mouzé. Donc c'est à force de l'histoire maintenant qu'on commence à dire, voilà, Mouzé a fait ça. Donc les gens ont commencé à découvrir qui est ces grands maquisards, ces grands, mais les politiciens, les historiens, tout le monde le connaissait. En fait, ce n'était pas comme si c'est quelqu'un qui passait dans la rue tout le temps, que tout le monde pouvait identifier. Donc, et la nouvelle manière de fonctionner, qui n'est pas le fonctionnement des discours, qui n'est pas le fonctionnement traditionnel qu'on était habitué à faire de points de presse, de discours, etc., a fait que c'était devenu comme un mythe. Et le passage du chef de l'État en 2003 en Belgique a résolu beaucoup de problèmes, parce que je me souviens, il y a quelqu'un qui sort de là et dit « Mais il parle français !» Donc vous imaginez jusqu'où les gens ont donné la mauvaise information qu'ils ne parlent pas français, ils ne parlent pas ceci, etc. Donc les gens découvraient. Donc nous sommes dans une période comme ça, quand nous arrivons, où on doit présenter le Congo, et le Congo se retrouve avec le 1+4. Donc la réconciliation faite à Sun City avec la concrétisation de l'effectivité des accords de Sun City à Kinshasa, où il y avait cet aspect-là. Donc non seulement la difficulté était interne, c'est-à-dire au Congo, mais il fallait aussi qu'à l'extérieur, nous puissions présenter. Quand je parle de la difficulté, parce que en analysant les propos des gens, on dirait que le 1+4 était presque imposé pour qu'on soit bloqué. Donc beaucoup de gens étaient surpris que ça marchait. Beaucoup de gens étaient étonnés que ça a évolué. Oui, on a compris à l'époque déjà, quand le président Kabila arrive, il dit, bon, nous n'avons pas droit à l'erreur et il faudra faire avancer les choses, peut-être que chacun mette un peu d'eau dans son vin. Mais cette opinion publique dont vous parlez, qui se construit en République démocratique du Congo, est peut-être un peu plus mature ou pas, ça je sais pas, ça dépendra de votre appréciation, parmi les Congolais de Belgique. Et déjà, quand vous êtes là-bas, il commence à devenir... cette opinion commence à se révéler un peu plus énervée et on commence à parler des Bana-Congo. Le problème est le même. C'est-à-dire que... Celui des Bana-Congo? Les Bana-Congo, les gens qui sont des insatisfaits, etc., c'est le même. C'est-à-dire que le pays a passé des moments où les besoins ou envie de voir le Congo changer est réellement présent. Oui, mais je voudrais peut-être... Mais c'est à ça que je voudrais répondre. Parce que qu'est-ce qui s'est passé au départ? Très brièvement, notre pays est agressé
les Congolais réagissent. Voilà la naissance de Banakongo à Bruxelles. Ils réagissent, ils sont contents, ils vont à l'ambassade des États-Unis, à l'ambassade du Rwanda, à l'ambassade d'autres pays pour dire voilà, on ne veut pas de ça. Et quelques temps après, les raisons, l'État, le gouvernement le connaît, et un certain Moutebousi était à l'Est. On le fait partir de l'Est pour l'envoyer, je ne sais pas, au Bas-Congo ou je ne sais plus où. Non, c'est Moutebousi, par ailleurs, vous voulez peut-être parler de Mbunzamabe. Mbunzamabe, voilà, pardon. Mbunzamabe, on le mute, et immédiatement devant l'ambassade, je vois 200 personnes. Ah, vous êtes vendus, pourquoi vous changez le type qui sait maîtriser le Rwandais pour mettre quelqu'un d'autre? Donc, voilà les choses... Le retournement. Mais ensuite, il y a eu des passages comme de M. Mbouyou, Jean, à l'époque, qui était conseiller spécial à un certain moment, etc. Il est passé en Belgique, on a organisé une rencontre avec les Congolais, dont ceux-là, qui on a expliqué la démarche que le gouvernement avait mis en place. Et là, les choses se maîtrisent. Finalement, il y a eu la naissance d'Ngwanda et les autres qui ont commencé à rentrer dans cette opération et qui, du reste, ont même nous ont séquestrés à l'ambassade pendant presque 9 heures pour nous demander au président de démissionner, de faire ceci. Donc, c'est là que nous nous sommes rendus compte, finalement, que les choses ont changé. Ce n'est plus les revendications pour l'agression, mais c'était d'autres visées. Aujourd'hui, cela continue. Oui. Nous nous sommes aussi rendus compte qu'il y a des gens, des opportunistes qui continuent parce qu'ils ont besoin de papiers, ils ont besoin de ceci. Mais tout ça mis ensemble, moi, j'ai quelque chose qui me réjouit dans ces démarches. C'est tout simplement, ils veulent parler du Congo, mais ils ne savent peut-être pas comment parler du Congo. Et c'est le travail que j'imagine aujourd'hui que le gouvernement, le chef de l'État, ce que nous observons, est en train de faire, de demander à rencontrer les catholiques, l'opposition, la société civile et tout le monde pour leur dire de défendre leur pays, mais de la meilleure manière. Donc maintenant, si eux, ils ont le mot qui vient de la plus haute hiérarchie de notre pays, en disant voilà comment vous devez défendre le pays, je pense que tous ces gens se disent « Ok, maintenant on peut y aller ». La preuve, c'est que la semaine dernière, à Bruxelles, les gens sont allés pour la toute première fois marcher à l'ambassade du Rwanda. Des Congolais ont marché à l'ambassade du Rwanda. On n'a pas appris que d'autres Congolais sont allés taper ceux qui sont allés à l'ambassade du Rwanda. Ils n'ont pas été à notre ambassade. Donc, je dis finalement qu'il fallait ça pour que le Congolais, finalement, commence à agir dans le bon sens. Et vous-même, vous pouvez vous dire, pouvant être le bienvenu dans les milieux congolais de Belgique aujourd'hui? Non, mais aujourd'hui, il y a un problème de trophée. C'est-à-dire qu'il y a certains Congolais en Belgique, c'était un peu comme à l'époque ici de la grande opposition, on disait « né opposant que celui qui a déjà été arrêté un jour ». Donc là-bas, n'est résistant que celui qui a déjà tapé un officiel. Bon, tout ça, c'est ce qui se disait. Mais peut-être qu'aujourd'hui, une des choses... Mais moi, je vais en Belgique, oui, j'y vais, je me promène, là où j'ai toujours l'habitude de me promener. Bon, c'est vrai que je ne vais pas non plus être imprudent, mais en tout cas, je vais, je rencontre des gens, je n'ai aucun problème avec ça. C'est peut-être qu'aujourd'hui, une des choses qu'il faille peut-être envisager, c'est de voir comment remettre tous les Congolais ensemble. Vous faisiez remarquer que le président de la République y travaille, l'État fonctionne 24 heures sur 24, et lui ne perd pas son temps pour faire ce travail qu'il a à faire, et peut-être qu'il faudra que vous commenciez à envisager ce qu'il faille dire, ce que vous pensez qui doit être dit à ces Congolais de la diaspora pour qu'ils sachent se mettre ensemble, disons, avec ceux qui sont ici pour voir les choses, comment est-ce qu'on dirait, pour se mettre ensemble et faire avancer le Congo autrement et aller au-delà de la situation de guerre qui prévaut dans la partie est du pays. Vous auriez dit comment, monsieur l'ambassadeur? J'aurais dit comme vous, c'est-à-dire exactement, vous avez répondu à ma place et vous avez parlé à ma place. Parce que, justement, le problème du Congo, c'est celui-là. Quand on a parlé ici de l'Union sacrée, qui n'est pas une invention des Congolais ou de l'opposition,
Quand ici on a parlé de la mobilisation, quand nous avons fait la campagne que nous avons d'ailleurs appelée « Nous aussi ». Et tout ça, quand nous voyons les efforts que le gouvernement est en train de faire pour essayer de faire passer le message, parce que le temps, justement, aujourd'hui, est tel que nous ne pouvons pas nous permettre de passer à côté de l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi? C'est la prise en compte des revendications des Congolais par la communauté internationale. Étant donné que ce n'est pas la haie franchie, les Congolais doivent eux-mêmes maintenant se mobiliser, comme ce qu'on a dit tout à l'heure, les catholiques et les autres se sont mobilisés. Aujourd'hui, nous devons nous mobiliser. Mais c'est justement quand nous devons nous mobiliser, c'est pour demander quoi? Et c'est le ton ou le là que le gouvernement doit donner. Nous, en tant que Congolais, nous n'avons qu'à faire que ce que nous pouvons faire. C'est que le gouvernement peut-être ne peut pas faire. C'est l'accompagnement de toutes ces démarches-là que nous devons faire aujourd'hui. Le Congo, malheureusement, a beaucoup de défis. Parce que vous voyez qu'on est en train encore de construire. Des fois, quand on dit reconstruire, j'ai dit ok, reconstruire, c'est les boulevards qui étaient déjà là, on les reconstruit, mais je pense que le Congo est à construire, carrément. Alors, il y a tellement de défis là-dessus. On doit refaire les infrastructures, on doit refaire l'administration, on doit refaire l'armée, on doit refaire tout cela. Et c'est en ce moment-ci qu'on sent que le Congo commence à avoir la même pensée et se mettre ensemble pour justement défendre son pays. C'est important qu'effectivement le gouvernement continue à canaliser cela, mais que la population revendique des choses dignes d'être revendiquées. Et voilà, donc la contribution de chacun, nous, la nôtre, nous l'avons donnée. À partir du 10, nous avons lancé l'opération qui, du reste, je pense que continue et devrait continuer. Monsieur l'ambassadeur, à la première seconde, dès que le générique avait été lancé, nous ouvrions les guillemets. Et vous avez parlé, et maintenant nous fermons les guillemets. C'est le point final à la 4e édition de Entre guillemets. Monsieur, madame,